Avec nous ce soir, Marie Chantray, la chef du service politique de BFM TV qui dort quasiment sur ce plateau depuis... J'y passe du temps, oui, c'est vrai. Passe beaucoup de temps sur ce plateau. On est très content de vous accueillir. Étienne Gernel, content également. Ravi de vous accueillir. Étienne, directeur de la publication du Point. Éric Chevet est là lui aussi. C'est le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bienvenue à vous. À vos côtés, Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a deux points qui sont, semble-t-il, aujourd'hui au centre des discussions entre le nouveau Premier ministre et le Parti socialiste. Ce sont la réforme des retraites. Le gouvernement est-il prêt à revenir sur le passage aux 64 ans? Et puis, la taxation des plus riches, que ce soit sous forme de taxe Zuckman ou pas de taxe Zuckman. Des rapprochements sont-ils possibles? Étienne Gernel, sur la taxation des hauts revenus, pour vous, y a-t-il une possibilité d'accord entre les deux parties? C'est la seule. C'est-à-dire parce que sur les retraites, c'est impossible. On va commencer par les hauts revenus. On fera les retraites après. C'est la seule, et c'est la seule possibilité qu'il y ait un accord. Après, la seule question, c'est comment atterrir à quelque chose qui donne, qui fasse un petit effet politique, parce que le PS a besoin d'un gain politique qui soit visible et qui fasse pas trop de dégâts à l'économie. Donc, évidemment, dans cette perspective, il vaut mieux toucher aux hauts revenus qu'au capital lui-même. C'est beaucoup moins dangereux pour les entreprises. Et puis après, ça dépend. Ça peut pas être la taxe Zuckman telle qu'elle est, parce que c'est mal fagoté, c'est imprécis. Les assiettes, enfin, cet économiste est assez étrange parce qu'il est quand même très très imprécis et très peu rigoureux sur ces chiffres. Mais s'il doit exister quelque chose, d'ailleurs, même les supporters, on voit bien ce qu'a dit Raphaël Glucksmann. Il a dit on peut discuter des modalités. L'assiette, le montant, les modalités. Oui, parce que tout le monde a compris que ça tenait pas ce truc-là. Mais il peut y avoir un geste politique, et c'est le seul point sur lequel il peut y avoir un accord. Et ça demandera beaucoup de travail et beaucoup de gesticulation avant, parce qu'il faudra bien, comment dire, un peu rouler des mécaniques. Donc là, pour l'instant, tout le monde roule des mécaniques. Éric Coquerel, est-ce que vous dites, les négociations, elles ne sont pas avec vous, vous pouvez le confirmer, il n'y a pas de discussion entre Sébastien Lecornu et la France Insoumise. Est-ce que vous dites quand même, tout est bon à prendre tant qu'on taxe davantage les plus riches? Mais moi, je tiens surtout à... Enfin, je savais pas que j'étais là pour discuter de ce que allait discuter le Parti socialiste ou pas. Enfin bon, bref. Mais moi, je crois pas du tout à ce qui est mis sur la table par le gouvernement. Enfin, ils refont le coup de ce qu'a fait Bayrou. Voilà. Je parle de Bayrou en février dernier. Les retraites, c'est-à-dire, faut bien comprendre le cadre dans lequel on est. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, et donc avec le Cornu comme Premier ministre, ne compte pas que les oppositions votent son budget. Il compte que au moins un groupe d'opposition ne vote pas la censure. C'est ça. On est exactement ça, à peu dans près le même cas de figure de François Bayrou. Et donc par rapport à ça, on va voir s'il y a des groupes d'opposition qui sont prêts, entre guillemets, à se faire acheter pour des broutilles, parce que ça sera des broutilles. Si c'est une broutille à 10 milliards de... Non mais attendez, laissez-moi justement, je vous dis que ça sera des broutilles. Je vous le dis à l'avance, comme ça on se revoit dans quelques temps, vous le verrez. Alors les retraites, n'en parlons pas, il y a eu le coup du conclave. Alors si quelqu'un est disposé à essayer de croire de nouveau à je ne sais quelle promesse, etc., pour qu'après on annonce que rien n'est négociable, alors même que le Parlement est contre cette proposition, je lui souhaite bonne chance. Sur l'histoire de la taxe Zuckman, moi j'ai trouvé intéressant. Alors bon, je vous rassure déjà, Glucksmann n'a jamais été le partisan acharné de la taxe Zuckman. Et pour ceux qui doutent du sérieux, je les invite le 1er octobre. Je fais un colloque à l'Assemblée avec Charles de Courson et Stiglitz. Non mais c'est intéressant. Charles de Courson, voilà. Centriste. On fait un colloque tous les deux avec Stiglitz et Zuckman sur ces questions. Mais j'avais jamais entendu parler que Glucksmann soit pour taxer les riches de manière aussi radicale que le NFP, même s'il avait accepté il l'a dit le programme. Mais on voit bien que c'est pas ce qu'il met en place. Il n'y aura pas de taxation à la hauteur de ce qu'il faudrait proposer par le gouvernement. Pourquoi? À la hauteur de ce que vous réclamez, en tout cas. Mais oui, mais même à une hauteur significative. Pourquoi? Parce que si Emmanuel Macron n'a pas appelé le NFP à gouverner en juillet dernier, c'est pas qu'on l'entend pour une problème d'égo et autres, c'est parce qu'il ne veut pas changer sa politique économique d'offre de compétitivité et d'un pari qui a été fait, qui estime que si vous taxez beaucoup moins le capital, et je parle du haut capital, eh bien ça va investir dans le pays. Donc, ça n'a pas marché. Et donc il ne veut pas remettre en question. Donc je vous le dis à l'avance, il y avait déjà dans le projet Bayrou une taxe sur les revenus qui devait rapporter 4 milliards, c'était à peu près 10% de l'effort global demandé à tous les Français pour payer les cadeaux fiscaux qu'on a fait à hauteur de dizaines de milliards, justement aux plus hauts revenus ou aux multinationales. Je vous le dis, vous verrez qu'à la fin, et d'ailleurs Glucksmann ouvre la négociation, puisqu'il commence à dire bon, on peut peut-être discuter de l'assiette, on peut peut-être discuter du volume, etc. Donc à la fin, ça va se terminer avec des broutilles. Marie Chantray, le gouvernement, il est prêt à aller jusqu'où? On travaille et on tente, ce qu'on comprend ces dernières heures, de muscler un peu sa jambe gauche. On a conscience chez Sébastien Lecornu d'abord conscience que c'est une obligation. S'il veut survivre, il va falloir
tenter d'arracher un accord de non-censure avec le Parti socialiste. La question est de savoir combien ça va coûter. Et certains disent que... l'Élysée ne va pas mettre un veto à un moment aussi. Là, ce qu'on dit à cette heure, c'est que Sébastien Lecornu a de la marge, qu'il peut agir, qu'il peut rentrer en négociation. Après, c'est de savoir quelle est justement cette marge de manœuvre pour Sébastien Lecornu. On a relevé aussi du côté de la droite cette petite phrase d'un Bruno Retailleau, patron des Républicains, qui dit « il y a un sujet sur la fiscalité et que la taxation des plus riches, c'est pas un sujet de droite non plus ». Donc, ils vont peut-être essayer aussi de tenter de rentrer dans cette brèche-là, et considérant aussi que, en évaluant cela avec des économistes, oui, aujourd'hui, dans le monde économique, l'an dernier, il y a eu 150 milliards de rachats d'actions, par exemple. La part de l'héritage dans le patrimoine n'a cessé d'augmenter. Et ça, on l'entend aussi. Les calculettes tournent, et Sébastien Lecornu le dit, sur les 44 milliards, on pourrait peut-être arriver à une enveloppe un peu moins importante. En tout cas, ces marges-là lui sont données par le chef de l'État. Il va falloir voir. Il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire, en tout cas. Mais non, mais il n'a plus de pouvoir. C'est plus le sujet. Si Lecornu trouve un accord d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui va gouverner. C'est pas Macron qui peut lui dire. Non, mais concrètement, vous y croyez ce que vous dites là? Vous croyez que Lecornu est indépendant de ce que veut Macron? Ouais. Je pense qu'on a toujours tort de croire que l'autre est sous la coupe des gens. Et en général, vous savez, c'est Aristote qui disait ça. La reconnaissance, c'est la chose qui vieillit le plus vite. Et quand quelqu'un est en poste, il prend en poste. Regardez Attal maintenant. Enfin, il a pris son indépendance. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Bah, écoutez, on prend les paris. Je voudrais qu'on entende maintenant la parole des petits patrons qui est représenté à cet appareil. Éric Chevet, le vice-président de la CPME. Vous en représentez combien, les petits patrons? Alors 350 000. 350 000. Des gros aussi, des moyens. On a des petits, des moyens, des gros, mais pas les très très gros qui sont non, au MEDEF. Les très très gros. Je remets simplement le. Voilà. Tout à fait. On est au lendemain de la journée Bloquons Tout. Nouvelle journée de mobilisation prévue par les syndicats jeudi prochain. On a entendu les commerçants s'inquiéter des répercussions aujourd'hui sur la consommation. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet? Oui, on est très inquiet sur la consommation, ça c'est sûr. D'ailleurs, les derniers chiffres. Je précise ma question. Est-ce que vous êtes inquiet avant d'avoir mal, ou est-ce que vous constatez déjà que ça va pas bien aujourd'hui? C'est déjà extrêmement compliqué pour des tas de domaines du commerce. Ça, c'est évident. La consommation va très, très mal. Vous interrompre un instant, parce qu'Éric Coquerel fait oui de la tête. Vous reconnaissez que le climat actuel aujourd'hui fait souffrir le climat, c'est la politique économique menée, elle est très mauvaise. Vous dites sur la politique d'Emmanuel Macron. C'est pas le climat social. Oui, elle est très mauvaise pour la consommation. C'est pas seulement le climat social. Le climat social et la répercussion de ça. Les gens sont mécontents. Effectivement, la consommation est très atone, c'est clair, et l'incertitude est très très mauvaise. Elle est mauvaise pour les entreprises parce qu'il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'embauche, ça c'est sûr, mais elle est aussi mauvaise pour les particuliers parce que les particuliers épargnent dans ces conditions-là. Et donc, effectivement, les taux d'épargne sont explosifs. On arrive à 19%, 20%. C'est juste du jamais vu. Et donc, ça reflète effectivement une inquiétude majeure. Et on dépense que de ce qu'on a besoin pour la consommation courante et pas plus. Or, on a besoin, pour l'activité, on a besoin de consommer plus. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet d'inquiétude. En revanche, je reviens sur la politique de l'offre, Monsieur Coquerel, mais je trouve quand même que la politique de l'offre, elle a quand même eu des résultats. Je pense qu'il ne faut pas la passer par perdre profit. Bien au contraire, elle a eu des résultats, notamment en termes de création d'emplois, notamment en termes de baisse du taux de chômage. Et c'est quand même la première des inégalités sociales, c'est l'accès à l'emploi. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que votre débat, je le trouve un petit peu hors sol, parce que nous, notre première préoccupation à la CPME, avant de parler de la question des ressources, c'est de voir ce qu'on peut faire sur la dépense. Or, quand on aura traité correctement la question de la dépense, et notamment de la dépense publique, qui représente 57% de la dépense nationale, je pense qu'on pourra enfin parler des recettes. Mais il faut d'abord parler de la question de la dépense. C'est le mal français, il est sur la dépense publique. Étienne Jardin. Moi, je voudrais te dire que je suis pour une fois d'accord avec Éric Coquerel, ça arrive pas très souvent, sur le fait que ça va être des broutilles à la fin, l'impôt sur les plus riches. Pour une raison qui est très simple. On peut mettre l'impôt qu'on veut. À partir d'un certain degré, c'est la courbe de l'affaire qui nous dit ça, trop d'impôts, tu l'impôt. De toute façon, soit il y a des gens qui partent, soit ils trouvent d'autres mécanismes. Ça ne fera qu'enrichir des avocats fiscalistes et des fonds d'investissement étrangers. Et oui, en première année, vous pouvez avoir un peu d'argent qui rentre, et cet argent ne rentrera pas après, ce sera pas pérenne.
ce sera C'est-à-dire que du quelle que one soit shot. la mesure, il y aura toujours de l'optimisation fiscale Mais derrière. par définition, vous savez, la question de l'imposition, il y a deux questions. Il y a la question morale. Ouais. On peut avoir des positions qui sont différentes, dire il faut taxer plus les riches, mais pourquoi pas? Ça se défend intellectuellement, moralement, etc. Économiquement aussi. Et puis il y a la question de l'efficacité. Et la réalité, c'est quand on taxe les gens ou les entités qui sont les plus mobiles, il y a de la mobilité, c'est comme ça. Donc on peut le regretter, mais c'est un monde réel. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on fait une taxation sur les plus riches, c'est pour une raison purement politique, pour pouvoir dire, regardez, on les fait payer aussi, mais c'est pas ça qui apportera durablement de l'argent dans les caisses de l'État. On en dit quoi, la CPME, de la taxation des plus riches? Ben, écoutez, nous, on s'inquiète beaucoup dans l'histoire d'être les dindons de la farce. Très clairement, dans l'absolu, on pourrait effectivement accepter ce discours-là. Le problème, c'est qu'on sait très bien comment ça se passe. Là, le ruissellement, il marche toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à taxer quelque chose et puis on étend. Et de toute façon, ça retombe toujours sur les PME et les TPE derrière, puisque par les effets d'entraînement, ce sont les TPE, les PME qui sont à chaque fois les dindons de la face. Bon, Donc nous là, sommes Éric très, Coquerel très ne fait prudents. pas du tout oui du visage, il mais fait non tout très à l'heure, clairement. je fais ouais. pas tout oui, mais c'est le paradoxe d'Éric Chevet et de son organisation. C'est que vous défendez une politique qui vous retombe sur le nez. Donc je la comprends pas. Vous portez une première appréciation. Vous dites, et c'est vrai, la demande intérieure, la consommation populaire baisse. Pourquoi la demande intérieure et la consommation populaire baisse? Parce que, par exemple, le pouvoir d'achat des salariés baisse depuis 2 ans. D'accord. Le pouvoir d'achat global en France monte de 0,5%, mais quand on regarde bien dans le c'est détail, l'épargne qui monte. quand on regarde bien dans le détail, on s'aperçoit que c'est le pouvoir d'achat du patrimoine qui permet d'avoir ce côté positif, sinon le pouvoir d'achat des salariés baisse. Pourquoi le pouvoir d'achat des salariés baisse? Parce que la part des salaires dans la richesse produite baisse. Donc, les gens ont moins d'argent pour consommer. C'est assez clair. La deuxième chose, vous dites sur les dépenses. Je vous fais remarquer que la part des dépenses publiques dans le PIB, depuis 2017, elle est stable. Elle est stable. Là, c'est les chiffres de l'INSEE, ils sont imparables. Oui, mais c'est Elle est stable. 57% quand même. Voilà, oui, d'accord, mais elle est stable. Donc c'est pas ça qui a augmenté. Ce qui a baissé, c'est la part des recettes. Et en l'occurrence, c'est pas vos chefs d'entreprise, des PME, TPE, qui ont profité de ça. Je suis désolé de le dire. Alors on peut dire après, finalement tout ça n'a pas d'importance. C'est pas un problème que par exemple les 500 personnes qui gagnent le plus dans ce pays, les 500 patrimoines les plus importants aient doublé leur patrimoine depuis 2017. Moi je dis que si, parce que ce pari-là, ça a fait que de l'argent est parti, a été pris à tous les productifs, les salariés, les chefs d'entreprise, les artisans, au profit de quelque chose dont le seul critère qui fonctionne, c'est l'augmentation de dividendes. Contrairement à ce que vous dites, ça fonctionne pas sur le chômage, qui est en train de repartir à la hausse. L'industrie est en dessous de 10% du PIB dans ce pays. C'est à ça qu'on devrait s'intéresser. C'est une première. Le taux de la pauvreté. Non, c'est pas le coût du travail qui est trop fort. C'est le coût du capital qui est trop élevé parce que, à force de dire que c'est le coût du travail, finalement, les gens n'ont plus d'argent pour dépenser. Et après, vous vous rendez compte de la situation où les commerçants disent, comment ça se fait? Les gens viennent. C'est le taux d'épargne qui a augmenté. Vous avez raison, nous sommes pour une politique radicalement différente, qui est une politique qui s'appuie sur une relance par l'investissement, notamment en matière écologique, mais aussi par l'augmentation des salaires et des revenus de tous ceux qui travaillent. Je voudrais vous entendre également sur un autre sujet, c'est cet arrêt de la Cour de cassation qui est tombé hier, qui est très commenté évidemment depuis, qui stipule que désormais un salarié qui tombe malade pendant ses vacances pourra reporter ses congés, à condition bien sûr de passer chez le médecin et de fournir une attestation. Donc il pourra ne pas être débité de ses congés s'il est tombé malade pendant ses vacances. Votre syndicat, la CPME, est furieuse. Oui, bien Est-ce sûr. que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Non pas parce qu'il y a une décision européenne, non même sur le principe, parce qu'on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une certaine justice de dire que Quand on est malade, on n'est pas en quand on vacances. est malade, on n'est pas en congé. Le Alors du coup, vous problème, êtes furieux contre quoi? on est furieux contre le fait qu'on applique uniformément une directive européenne sur des codes de travail qui se ressemblent pas du tout. Et nous, en France, on a un code du travail qui est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on a 5 semaines de congés payés, qu'on a les RTT, qu'on a les forfaits jours, qu'on a aussi on a les jours fériés évidemment. Et donc on est sur une situation où ça devient complètement ubuesque. Et dans les TPE-PME, c'est particulièrement compliqué de remplacer un salarié absent. Donc il faut imaginer ça. Vous demandez quoi à l'État? De ne pas appliquer cette... Non, on demande effectivement de revoir, et c'était un petit peu l'objet de la négociation qui aurait pu s'ouvrir sur le marché du travail, c'est de revoir effectivement les conditions d'application, de la durée du travail dans l'entreprise, de la façon dont on peut aménager tout ça, parce qu'aujourd'hui on est au bout du rouleau sur ce sujet-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, qu'on met des dispositions européennes sur un code du travail qui n'a rien à voir avec les autres codes du travail en Europe. Éric Coquerel, là-dessus? Bon, écoutez, c'est pas une mesure qui me choque.
C'est pas une mesure qui me choque parce que quelqu'un est en vacances et on peut estimer que s'il tombe malade, c'est au moment des arrêts maladie qui prennent la succession. Après, sur la question de transcription des règles européennes, moi je veux bien qu'on les mette en question, hein, c'est pas un problème. Mais alors, dans ce cas-là, on les met en question sur tout. Par exemple, sur l'ouverture à la concurrence. Voilà. Ah oui, bien sûr. Vous avez attendu la perche. Vous avez attendu la perche. Voilà, donc, moi, je veux bien qu'on mette à plat les choses, mais il y a plein de règles européennes qui sont transcrites, qui sont des fois, souvent, pour la France et pour notre système social, pas terribles. Donc, soit on les remet en question toutes, mais on peut pas seulement remettre en question celles qui nous arrangent, quoi. Oui. Et ça, c'est un sujet brûlant et par ailleurs qui remet aussi en cause l'instabilité politique que l'on traverse, puisque vous avez, votre syndicat, mais comme d'autres, ont appelé le Premier ministre à réagir, la ministre du Travail, et à date, connaissance, il n'y a pas de réaction officielle quant à la position du gouvernement français, parce qu'on est avec un gouvernement démissionnaire qui, pour le moment, n'a pas complètement aux affaires courantes, mais les mains libres pour agir. Bon, puisque j'ai deux patrons sur cette table, un la CPME et le patron du Point, un salarié du Point qui l'été prochain pose un arrêt maladie pendant ses vacances, il se passe quoi, Étienne Jernel? Non mais moi je comprends très bien, c'est rageant de tomber malade pendant ses vacances, qu'on perd ses vacances, etc. Et le fond du raisonnement, il est très juste, je vois pas où est le problème. Mais simplement, ça, c'est une réglementation européenne qui s'applique à l'état de pays qui n'ont pas le droit du travail que nous avons en France. Donc nous, c'est plus. Voilà. Donc ça explique d'ailleurs l'agacement, voire l'énervement d'un certain nombre des patrons, c'est que ça s'ajoute par rapport au droit du travail, l'un des droits du travail les plus contraignants d'Europe. Et d'une manière générale, pour ce qui est du droit du travail comme de la protection sociale, il faut faire des choix. Tout se discute, mais il faut faire des choix. On ne peut pas vivre à crédit et on ne peut pas planter les entreprises en permanence comme on le fait en France avec des réglementations tatillonnes qui font perdre du temps au management qui, plutôt que s'occuper de faire des projets, de monter des projets et d'investir, sont souvent obligés et on enrichit beaucoup d'avocats. Alors ça, c'est super pour les avocats. Ce genre de truc, c'est formidable pour les avocats. Moi, j'aime beaucoup les avocats. La protection des salariés, puis ça a été conquis par les conquêtes sociales. Parce que sinon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup.